Le bilan des actions menées, les perspectives à dégager, c'est le menu essentiel des travaux de la session annuelle de la stratégie pour le développement et la sécurité SDSAL, dont les travaux ont débuté ce matin au Palais des Congrès. Double symbole à travers cette cérémonie ce matin à Dogal-Keina, c'est celle de la réception et l'inauguration de 4 canalisations et 45 branchements sociaux, une initiative de l'ONG DICO. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que le comité de pilotage de la stratégie pour le développement et la sécurité au Sahel SDS Niger a tenu ce matin sa session annuelle au Palais des Congrès de Niamey, une session qui permet de dresser le bilan des actions menées durant l'année écoulée et tout comme d'en dégager les perspectives. C'est ce que nous résument ici nos reporters Chebou Guissou et Adam Soumana. Évaluer le chemin parcouru afin de jeter les jalons de perspectives nouvelles, tel est l'exercice auquel sont conviés les participants à la présente rencontre du comité multisectoriel de pilotage 2015-2016 de la stratégie pour le développement et la sécurité dans les zones sahélo-sahariennes du Niger. Cette rencontre, la 3e du genre, qui se veut annuelle, a été l'occasion pour les partenaires techniques et financiers de réitérer leur appui constant à la SDS Sahel Niger. Les interventions du PNUD dans le domaine de la paix et de la sécurité sont assez multiples. En 2017, le PNUD entend continuer son appui à la mobilisation contenue de ressources auprès de ses partenaires et sur fonds propres. L'Union européenne, qui accompagne le Niger dans ses multiples efforts pour garantir le bien-être des hommes et des femmes sur toute l'étendue du pays, est particulièrement attentive aux zones sahélo-sahéliennes qui font face à de nombreux défis. Tous les appuis de l'Union européenne dans le cadre de la SDS sont coordonnés avec les appuis des autres partenaires présents sur le terrain, en particulier les États membres de l'Union européenne et leurs agences de coopération. Procédant à l'ouverture officielle de la rencontre, le représentant du président du comité de pilotage de la SDSL Niger a rappelé le rôle combien important que joue cette dernière avant de présenter à l'assistance le plan de travail 2017. L'enjeu au principe de la création de la SDSL Niger, tel qu'il a été défini par Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Brigitte Raffini, est de renforcer les opportunités de développement orientées sur un plus grand accès des populations des zones d'intervention aux services sociaux de base, afin de créer les conditions de la résilience de nos populations, en particulier les jeunes, face à des chocs multiples et multiformes, relatifs à un contexte marqué par des défis sécuritaires auxquels fait face notre pays. Le secrétaire exécutif de la SDS Sahel Niger envisage les actions suivantes dans son plan de travail 2017. Assurer la prise en compte des portefeuilles, des programmes et projets de la SDS Sahel Niger dans le plan d'action du plan de développement économique et social, PDES 2017-2021, en cours d'élaboration. Organiser une réunion des partenaires sur le financement de la SDS, opérationnaliser le dispositif de suivi et évaluation de la SDS Sahel et renforcer les plaidoyers aux côtés des communes en vue d'améliorer la coordination et la synergie des interventions sur le terrain. Cette session qui s'étalera sur toute la journée permettra sans nul doute de jeter les bases de perspectives heureuses pour la stratégie pour le développement et la sécurité dans les zones sahélo-sahariennes du Niger. L'heure semble au rassemblement à travers une synergie des actions. Tels sont les premiers mots du maire central de Niamey juste à l'issue de la motion de défiance, motion à laquelle d'ailleurs il a échappé. Cependant, du côté du SACOTEN, le SACOTEN, c'est le syndicat des agents des collectivités territoriales du Niger qui refuse même de lui accorder le bénéfice du doute. C'est ce qui ressort dans ce reportage de la rédaction. Je vous l'annonçais que malgré les bonnes intentions affichées par le maire central de l'hôtel de ville de Niamey, et c'est juste à l'issue de la motion de défiance, les propos sont loin d'agréer l'assentiment du SACOTEN. Le SACOTEN, c'est le syndicat des agents des collectivités territoriales qui apparemment refuse même de lui accorder le bénéfice du doute, ne demandant que le paiement de leurs plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils sont d'ailleurs en débrayage en ce moment. Le reportage de la rédaction.
À l'issue de la motion de défiance, motion dont il a échappé, le président du conseil de ville de Niamey nourrit de nouvelles ambitions, en apparence mue par de bonnes intentions. Cependant, pour le SACOTEN, syndicat des agents des collectivités territoriales, au-delà de ses propos, c'est l'acte tout simplement qui se doit d'être joint à la parole. Par rapport à ce qu'il a dit, motion de défiance concernant les salaires, nous, tout ça, c'est qu'on veut, c'est que vraiment de nous donner notre dû. Par rapport à leur motion de défiance, par rapport à ce que je ne peux rien dire, nous, à notre syndicat, on ne va rien dire. On veut seulement que vraiment de faire toutes possibilités pour nous donner notre droit, c'est-à-dire c'est quoi notre droit, nos salaires. S'il a fait cet effort pour nous mettre dans nos droits, vraiment, ce qui reste, on va voir comment on va gérer ça entre nous. Que ce soit lui, que ce soit quelqu'un qu'ils vont amener au poste du président du conseil de ville. Nous, l'essentiel, c'est qu'on veut de nous mettre dans nos droits. C'est quoi le droit? Le droit du travailler sur son salaire. D'ailleurs, accusant plusieurs mois d'arriérés de salaire, le SACOTEN semble ne pas y croire. Bon, pour ça, je ne peux rien dire. Sinon, nous, à notre syndicat, vraiment, on n'a pas d'espoir parce qu'on est resté 5 mois sans salaire. Il a été reconduit encore, il a dit qu'il va nous donner. Même s'il nous donne, si c'est lui, vraiment, nous, à notre syndicat, là, vraiment, on est dans des doutes à ce qu'il peut gérer comme les gens se le veulent. En attendant la matérialisation dans les faits de toutes ces promesses tenues par le maire central, les syndicats des collectivités territoriales, eux, continuent d'observer leur mouvement de grève. Elle continue de défrayer la chronique. Ce sont les nouvelles mesures de dédouanement initiées et en vigueur il y a quelques temps. Cependant, un secteur en paie le prix, c'est celui des vendeurs des véhicules d'occasion qui en ce moment semble tirer le diable par la queue. Le reportage de la rédaction. Nous sommes ici sur le nouveau site des vendeurs de véhicules d'occasion. Silence de mort ou apparemment aucune bousculade de la clientèle. C'est la période des vaches maigres et pour cause, les nouvelles mesures de dédouanement en vigueur en ce moment. Notre pays, c'est un pays pauvre. On en a marre parce que si c'est un pays riche, il n'y a pas de problème. Et puis même si on va augmenter sur la douane, ce n'est pas à ce prix-là. Parce qu'eux, ils n'ont pas augmenté, ils ont triplé ça. Ils n'ont même pas doublé. Parce qu'une voiture que tu fais à une valeur résiduelle de 750 000, le droit fait 355. Maintenant, ça devient la valeur à 2 600 ou bien 400 et quelques. Le droit en douane fait 1 million et quelques. Donc on ne peut pas dire qu'on a doublé, on a triplé. Avec cette mesure-là, si l'État n'a pas laissé, on ne peut pas aller nulle part. Les gens même, ils ont arrêté d'acheter le véhicule. Depuis le premier qu'ils ont mis, personne. Avant, au niveau du moyen de transport, par jour, ils vont trouver plus de 80 à 100 voitures par jour. Maintenant, ils ont commencé le 1er novembre jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé 100 voitures. Lesquelles mesures pour ces revendeurs sont qualifiées d'impopulaires et qui pourraient déboucher sur l'usage abusif du faux? Donc ça là, ça va amener même les fraudeurs qui font le faux papier. Ils n'ont qu'à trouver une fuite. Qui a fait le fuite, c'est l'État. Parce que si par exemple tu achètes une voiture, on t'a dit d'amener 7 à 8 millions la douane, et tu as trouvé quelqu'un qui a dit d'amener 2 millions 500, tu vas donner, tu ne sais pas, il a fait un faux papier pour te donner. 1 an, 6 mois, 2 ans, la douane te ramasse, il a dit que c'est un faux de douanement. Qui a amené le faux de douanement au Niger? C'est l'État. Tirant le diable par la queue et n'en pouvant plus, ils en appellent à ce que soient revues ces mesures de dédouanement. Si l'État veut que vraiment le pays là n'a qu'à évoluer cette affaire de douane là, il n'a qu'à oublier ça. Parce que ça va nous toucher, nous les vendeurs de véhicules, lui aussi ça va lui toucher aussi. Parce qu'il ne trouve rien. Donc de trouver un peu, vaut mieux de perdre tout. Pointé du doigt, la société Sony Loga serait l'alpha et l'oméga de cette misère que vivent en ce moment ces revendeurs de véhicules d'occasion. Après des explications fournies, la société ne joue que son rôle de prestateur en attendant que des voies plus autorisées ne sortent pour édifier davantage et aussi pour couper court à toute autre supputation relativement à ces nouvelles mesures de dédouanement où chacun y va de son commentaire et de son interprétation.
La suite de cette édition, depuis la nomination de nouveau directeur général à la tête de la direction de ce corps, le syndicat national des agents des douanes SNAD est à couteau tiré avec le ministre des Finances, un bras de fer qui oppose le syndicat au ministre, ou aussi chacun en fait sa propre lecture, tout comme son interprétation de cette nomination à la tête de l'institution douanière. Le reportage est signé Nasser Seydou, Nafisa Hassan. Les relations sont plus que jamais tendues entre le ministre des Finances et les douaniers à travers le syndicat national des agents des douanes. La nomination des militaires à la tête de la direction des douanes, la pilule dure à avaler par le syndicat d'où la guerre médiatique il se livre. Par le point de presse édifiant que le Sénat a eu à faire part, nous estimons que ce bras de fer que le ministère des Finances a engagé n'est qu'une illusion, parce que c'est pour nous distraire, c'est pour distraire davantage le peuple nigérien comme il l'a coutume. Parce que moi je me dis, les textes ont été clairs, le statut autonome de la douane a été clair, qu'il faut pour être DG douane, il faut forcément être douanier. Et que moi je m'inscris dans cette logique parce que je me dis, on ne peut pas être le premier responsable d'une organisation, mais on ne peut pas être le premier responsable d'une circonscription, d'une structure sans être imprégné, sans avoir les béabas ou les prérequis requis pour pouvoir gérer la chose. Donc il faut comprendre quelque part, au sein de la douane, il y a des individus, moi je l'ai dit aux efforts, il y a des individus qui gagnent plus que l'État. Même s'il s'agit d'amener peut-être un autre corps étranger, en l'occurrence, je ne sais pas, un gendarme, j'aurais appris à la tête de la douane, à la tête de la douane. Tout ça là, je crois que c'est des trucs qui ne vont pas peut-être concorder bel et bien avec le droit. Une situation qui ne se justifie nullement pas, pour certaines, une façon tout simplement d'amuser la galerie. Moi je pense qu'on veut redresser, mais c'est simple. Quand Buhari était arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait réduit à 50% ce qu'il gagnait. Et même les avions présidentiels, à l'époque, le Nigeria disposait de 19 avions présidentiels. Buhari avait dit non, nous n'avons pas besoin jusqu'à 19 pour avions présidentiels pour pouvoir effectuer le voyage, le déplacement présidentiel. Mais Issou, si il veut, c'est simple. Il n'a qu'à revoir ce qu'il gagne mensuellement. Il renonce à ses 50%. Et on revient au niveau des ministères. Il réduit les ministères. Il y a plus de 40 ministres. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement politique. Donc tout ça, là, je crois qu'il y a des pratiques qui sont là. Mais malheureusement, on cherche midi à 14h. Pendant que les problèmes sont là, on esquive les problèmes et on se jette dans des déclinatoire comme ça, juste pour divertir l'opinion nationale par rapport à des questions comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas d'argent, mais l'argent, c'est volatiliser comment et où. Et où en réalité, c'est ça peut-être le vrai débat. À couteau tiré avec l'autorité de tutelle, les douaniers n'entendent pas cautionner un tel état de fait, même si pour le ministre, tout ceci n'est que pure agitation. L'issue de ce bras de fer les prochains jours nous édifieront. Le front social serait-il en ébullition car grève par-ci, grève par-là, ce qui n'est pas sans conséquence car étant dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Suivez à cet effet un extrait d'une analyse faite par Dr Soleadji avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Je crois que cette situation n'est pas nouvelle en soi. C'est une situation qui est la conséquence de la malgouvernance du premier mandat. Longtemps l'État a vécu à crédit. Longtemps aujourd'hui l'État a beaucoup d'impayés, si vous voyez bien dans les ministères, à la présidence, donc un peu partout, avec les entrepreneurs. Donc effectivement c'est une situation dans laquelle déjà le premier mandat n'a pas été un mandat normalement serein, parce que c'est une illusion qu'on avait, qui avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui on voit qu'effectivement l'argent a été utilisé à des fins non utiles. L'argent parfois a été dilapidé, parce que quand même c'est aussi la prédation donc, des ressources publiques. Donc aujourd'hui on paye les pots cassés si vous voulez, les pots donc de cette malgouvernance là, et sorte que l'État lui-même n'arrive plus à avoir aujourd'hui de gens qui peuvent lui prêter l'argent, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc l'État donc se rabat sur la situation nationale afin de pouvoir grappiller quelques sous par-ci par-là. Donc on voit bien comment l'État s'y prend comme ça de manière tout à fait informelle pour arracher aux citoyens quelques maigres sous qu'ils ont. Et aujourd'hui, donc bien entendu, les secteurs les plus concernés, l'éducation en particulier, qui est un secteur quand même assez nombreux, assez vaste, donc il y a plusieurs milliers d'employés, d'agents donc de l'État. Aujourd'hui, bien sûr, l'État n'arrive plus à assurer donc leur paye. Et c'est normal, parce qu'effectivement on a dit qu'il y a une malgouvernance déjà dans les pré-mandats. Donc c'est pas né aujourd'hui, c'est vraiment un processus qu'il faut voir. Et en ce sens, ce sont des revendications qui en fait intéressent tout le monde. Parce que d'abord,
elle se rapporte à la situation de droit et d'équité des agents de l'État. Les agents de l'État, quand on travaille à la fin du mois, normalement, on a droit à une paye. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a d'autres fonctionnaires, surtout au niveau ministériel ou au niveau de la présidence, ont généralement leur paie à la fin du mois, mais ceux qui travaillent sur le terrain, dans la brousse, dans les écoles, après la craie, avec les bistouris, tout ce que vous voulez, eux sont ignorés. Docteur Soleil Agidar, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition sur cette analyse de la situation en ce moment social à travers cette grogne généralisée. Pour le reportage de cette édition, il nous amène directement sur le marché de la canne à sucre, une activité en ce moment apparemment génératrice de revenus au regard de son abondance sur le marché. Nos reporters Ibrahim Abdou et Asma Seydou y ont fait un tour. Voici le reportage. Ça bouge ici au principal marché des cannes à sucre du quartier Bukoti. Les vendeurs détaillants s'activent pour s'approvisionner. Nous coupons la canne à sucre pour revendre. On les vend pour les grossistes. Ils nous donnent les bénéfices. Dieu merci, je me retrouve. Le commerce de la canne à sucre, une activité qui a le vent en poupe pendant cette période de froid. Ces produits beaucoup prisés par les consommateurs proviennent de la région de Dosso et de certains pays voisins. Ça fait 15 ans que j'exerce le commerce de la canne à sucre. Dieu merci, je trouve mon compte dans ce commerce. Ces cannes à sucre nous parviennent de Géchémé, Karakara, Djundju et Zaboré. La vente de la canne à sucre, une activité qui génère assez de revenus aux jeunes généralement ruraux qui l'exercent. On les croise partout dans les coins de la capitale. Courage à braves gens, comme quoi il n'y a pas de sommité, il n'y a que de sottes gens. Les populations de Dogelkena, c'est dans la région, c'est dans le département de Saï, sont à l'honneur à travers cette cérémonie qui vise d'une part à la réception et l'inauguration de 4 canalisations, tout comme 45 branchements sociaux et d'autre part la remise de matériel et équipements agricoles. L'initiative est celle de l'ONG DICO. C'était en présence de nos envoyés spéciaux Soumaïla Abdou et Nafis Zakou, dont voici leur compte rendu. La population de Dogelkena a l'honneur ce jeudi 8 décembre. Le village a été doté de 4 canalisations, 45 branchements sociaux et un lot de matériel et équipements agricoles. Ils ont été tous réceptionnés ce jeudi par les autorités locales. Un geste de l'ONG DICO qui œuvre pour le bien-être des populations nigériennes. La cérémonie d'aujourd'hui consacre à la coupure du ruban pour le lancement pour l'ouverture des branchements des 45 familles. Donc c'est également l'occasion pour nous également de mettre l'accent sur la sensibilisation des communautés sur l'hygiène et l'assainissement. À ce titre, nous invitons les autorités compétentes à prodiguer des conseils et des sages conseils à l'endroit de cette communauté. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'eau, mais plutôt aussi de l'évoluer dans des conditions hygiéniques et d'assainissement. Les populations bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Ce n'est pas la première fois que nous bénéficions de l'aide de l'ONG DICO. Cette ONG nous a d'abord offert des animaux, des pompes et troisièmement des vivres. Nous remercions Dieu et nous les remercions. Tout cela va contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie. Et l'ONG nous a demandé de bien en prendre soin. L'ONG DICO se bat pour garantir le droit à l'alimentation pour 302 000 personnes de la commune de Saï. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui au niveau du site de la coopérative rizicole de Dogelkena s'inscrit également dans la droite ligne des objectifs de l'ONG DICO visant à soutenir le secteur agricole en général et la filière rizicole en particulier, vu son importance
dans la stratégie de sécurité alimentaire du pays. La cérémonie d'aujourd'hui est consacrée à la remise d'un lot de matériel et équipements agricoles, à savoir 33 tonnes d'engrais, soit 660 sacs de 50 kg, 6 motopompes, 6 charrettes, 6 charries, 12 bœufs de traction, 60 brouettes, 30 pelles et 30 tracteurs. Le premier responsable du département de Saï, très ému, a salué l'initiative tout en prodiguant des sages conseils aux bénéficiaires afin de bien entretenir ces joyaux et d'en faire bon usage. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition. Elle est relative à l'analyse faite par Dr Souley Haji relativement à la grogne sociale qui sévit en ce moment. Très bonne réception en compagnie de nos programmes, ceux de la télévision Labari, avec cette même passion de vous servir. Au revoir. Je crois que cette situation n'est pas nouvelle en soi. C'est une situation qui est la conséquence de la malgouvernance du premier mandat. Longtemps, l'État a vécu à crédit. Longtemps, aujourd'hui, l'État a beaucoup d'impayés, si vous voyez bien, dans les ministères, voilà, à la présidence, donc un peu partout, avec les entrepreneurs. Donc, effectivement, c'est une situation dans laquelle déjà, le premier mandat n'a pas été un mandat normalement serein, parce que c'est une illusion qu'on avait, qui avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, on voit qu'effectivement, l'argent a été utilisé à des fins non utiles. L'argent, parfois, a été dilapidé. Parce que quand même c'est aussi la prédation donc, des ressources publiques. Donc aujourd'hui, on paye les pots cassés, si vous voulez, les pots donc de cette malgouvernance-là, et sorte que l'État lui-même n'arrive plus à avoir aujourd'hui de gens qui peuvent lui prêter l'argent, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc l'État donc, se rabat sur la situation nationale afin de pouvoir grappiller quelques sous par-ci par-là. Donc on voit bien comment l'État s'y prend comme ça de manière tout à fait informelle pour arracher aux citoyens quelques maigres sous qu'ils ont. Et aujourd'hui, donc bien entendu, les secteurs les plus concernés, l'éducation en particulier, qui est un secteur quand même assez nombreux, assez vaste, donc il y a plusieurs milliers d'employés, d'agents donc, de l'État. Aujourd'hui, bien sûr, l'État n'arrive plus à assurer donc leur paye. Et c'est normal, parce qu'effectivement, on a dit qu'il y a une malgouvernance déjà dans les premiers mandats. Donc c'est pas né aujourd'hui, c'est vraiment un processus qu'il faut voir. Et en ce sens, ce sont des revendications qui en fait intéressent tout le monde. Parce que d'abord, elle se rapporte à la situation de droit et d'équité des agents de l'État. Les agents de l'État, quand on travaille à la fin du mois, normalement, on a droit à une paye. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a d'autres fonctionnaires, surtout au niveau ministériel ou au niveau de la présidence, ont généralement leur paye à la fin du mois. Mais ceux qui travaillent sur le terrain, dans la brousse, dans les écoles à la craie, avec les bistouris, tout ce que vous voulez, eux sont ignorés. Donc, effectivement, il y a deux poids, deux mesures, donc il n'y a pas équité des agents de l'État au niveau là. Donc, c'est normal. Et tout le monde le comprend. Le paysan comprend que il y a des gens qui sont dans une situation de vie tout à fait grasse, pendant que d'autres triment, n'est-ce pas, tout le temps, sans avoir effectivement le moindre sou possible. Et deuxièmement, c'est aussi une question de droit, de droit des enfants. L'avenir des enfants est important dans un pays. C'est-à-dire que les enfants doivent être éduqués. C'est un droit. Leur avenir en dépend. Il faut donc que les enseignants soient dans des conditions d'enseignement et de vie tout à fait décentes. Donc, les enfants sont donc pas sacrifiés, donc à l'hôtel donc des intérêts, en tout cas, ou des conditions de vie des dirigeants, sorte que donc là aussi le monde est sensible à ce que l'enfant nigérien doit aller à l'école. Donc tout le monde, que ça soit d'une guillemets à terra, pas tout le monde est d'accord que l'enfant quand même est une richesse. Il faut que cela soit. C'est important en tant que tel. Et on peut aussi ajouter un autre point de vue, c'est-à-dire que en tant que tel, c'est aussi une question qu'on peut dire de promesse. Quand vous vous rappelez donc les discours officiels du Mamadou Issoufou, vous voyez bien que l'éducation a été quand même au cœur de sa stratégie, de sa politique. Aujourd'hui, on voit bien qu'il a quand même promis plusieurs milliers, enfin milliards de financement dans l'éducation, mais on voit bien que le budget de l'éducation a beaucoup diminué. Donc ça aussi montre bien qu'il y a une conséquence à ce niveau-là. Donc on voit bien que nonobstant donc tous ces éléments-là, l'État n'arrive plus à assurer. Enfin, au point que l'État ne veut même pas quelque part négocier. Ça fait longtemps ils ont négocié avec les syndicats de l'éducation, négocier pour que la situation de l'école soit la plus bonne possible. Mais je trouve que les négociations n'ont pas tenu, parce que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Les syndicats ont signé des accords, en tout cas une fois, mais chaque fois le gouvernement n'arrive plus à assurer
le minimum vital pour que l'école reprenne dans ce droit. Et cela est tout à fait dommageable. Et dans la mesure où ce n'est plus comme dans le temps, où l'État avait affaire à des syndicats qui connaissaient bien entendu, qui étaient parfois des alliés proches, par exemple comme le SNN. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a une nouvelle race de syndicats de syndicalistes qui sont plus formés, qui sortent de l'université, des grandes écoles, qui connaissent leurs droits, donc qui sont tout à fait formés vraiment à ce que leurs droits leur soient dus, les soient reconnus en tant que tels. Et en ce sens, donc, le gouvernement ne peut pas, comme dans le passé, chercher à soudoyer, à faire différer donc des mouvements sociaux de ce genre-là. Et surtout que c'est un contexte aussi où ces syndicats-là sont dans une certaine mesure en mesure de pouvoir dresser, au moins drainer un nombre important de citoyens, parce que l'éducation, quand même, on a dit que c'est au cœur de la société en tant que telle. La société vit sur l'éducation. Et bien entendu, donc tout cela fait que on ne peut pas espérer que l'État négocie. Donc l'État joue quoi? L'État, c'est-à-dire que c'est pas que l'État ou le gouvernement ne veut pas, est insouciant donc de l'éducation, que l'État ça désintéresse. C'est que l'État a une stratégie. La stratégie, donc on appelle celle de la dénégation, qui consiste seulement à ignorer le problème. Voilà, à compter sur le pourrissement du mouvement social. On pense qu'après le temps, le mouvement social, donc les enseignants vont pouvoir s'effriter, vont décliner. Donc sans que le gouvernement fasse quoi que ce soit, on va donc miser sur ça pour que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois à la limite, donc il y aura, donc sera à bout de souffle. On se trouve que après des semaines et des semaines, tout le mouvement-là social des enseignants est encore uni, est encore solide. Au contraire, ça les renforce dans leurs convictions et les mouvements sociaux se succèdent aux mouvements sociaux. Surtout les secteurs sociaux aussi se multiplient, comme vous l'avez dit, effectivement. Et je pense qu'effectivement, tout cela montre qu'aujourd'hui, le gouvernement est arrivé à un stade où il doit pouvoir négocier. Donc la stratégie de négociation qu'il a adoptée n'est pas fiable, n'est pas porteuse. Mais il lui faut maintenant trouver une voie la plus facile possible, qui est la voie donc de la négociation. Bon, il faut maintenant espérer que, une fois négociés donc les accords, le gouvernement tienne ses promesses. Parce que si encore le gouvernement refuse de le faire, évidemment, on aura une situation encore plus grave que celle donc d'aujourd'hui. Donc ça va aller de mal en pire. Donc ça va vraiment s'empirer en tant que tel. Et bien entendu, étant donné que la situation, c'est une situation où la balance des paiements des salaires n'est pas équitable, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a d'autres secteurs aussi sociaux qui sont touchés. Il y a la santé, il y a, les secteurs de la mairie, par exemple, qui sont touchés. Il y a plusieurs fronts, effectivement, sociaux sont nés parce que la situation dans laquelle ces agents-là vivent n'est pas du tout une situation qui les permet de travailler comme on l'entend. Donc sur un plan de vie décent, donc un travail décent. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, les fonds se multiplient. Il y a donc une sorte de réplique aussi du gouvernement qui est l'usage de la menace. Vous voyez, quand vous voyez les ministres menacer les agents de l'État, évidemment, ça veut dire que c'est la panique à bord. Ça veut dire que vraiment, ils ne peuvent rien, qu'ils ne peuvent pas assurer les minimums vitaux pour les agents de l'État et qu'ils veulent forcer les gens à travailler. On n'est pas comme ça. On n'est pas dans un monde d'esclavage. Aujourd'hui, c'est vraiment l'employeur et l'agent, donc rémunéré, salarié, donc il a ses droits. Et je pense que tout cela donc, va conduire seulement à une situation où, si l'on ne prend garde, la situation risque d'exploser. Parce que quand on considère encore d'autres acteurs, notamment le secteur scolaire, le secteur universitaire, vous voyez bien que là aussi, à Maradi, à Zender, à Niamey, partout, il y a une ébullition sociale. Parce que même là-bas, les conditions d'études ou de vie ne sont pas du tout assurées. Il y a vraiment un manque à gagner terrible point de vue donc de l'offre éducative. Et cela donc, se ressent au niveau donc, n'est-ce pas, des ménages, des foyers. Les enfants voient leurs parents s'inquiéter de l'avenir. Bien entendu, donc, ça touche tout le monde. Et donc, risque d'avoir des situations difficiles. Surtout que si dans le secteur, disons, social, en gros, il y a des fins de mois difficiles, au Niger, on sait bien que ce sont des fins de mois ou moins des fins de décennies qui sont difficiles.